Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous pour nos conservation mensuelle organisée par le réseau de milieux naturels protégés. Donc, pour ceux et celles dont c'est peut-être la première participation à l'un de nos webinaires, vous allez remarquer qu'il est impossible pour vous soit d'ouvrir votre micro ou d'ouvrir votre caméra. Donc, tout au long de la présentation, si jamais vous avez des questions, je vais vous inviter à les partager dans la boîte questions-réponses qui devrait se situer au bas ou au haut de votre écran. Donc, c'est vraiment la boîte Q et R qu'il faut utiliser et non la boîte chat. Comme ça, nous, c'est vraiment plus facile de concentrer toutes les questions au même endroit. Ensuite, les poser à notre présentatrice invitée. Donc, notre présentatrice invitée, on a la chance de recevoir ma collègue Aurélie qui va nous parler du projet Milieu naturel éternel. Donc, rapidement, Aurélie, elle est diplômée de l'École d'ingénierie Bordeaux Sciences Agro en France. Oui, elle a obtenu une maîtrise en technologie numérique pour la conservation de la biodiversité. Après avoir travaillé comme chef de projet au sein d'une entreprise d'informatique spécialisée dans la conservation basée en France, cette passionnée d'ornithologie et du vivant en général a voulu se rapprocher de l'action de conservation et est déterminée à promouvoir la coexistence entre l'humain et la biodiversité. Son expérience en gestion de projet, sa compréhension des technologies pour la conservation, ainsi que sa vision d'agronome et d'écologue constituent de véritables atouts pour le RNN, qui l'a rejoint depuis mai 2023. Donc, sans plus tarder, Aurélie, je te laisse maintenant la parole. Mais bonjour à tous et merci à ceux qui sont présents pour ce webinaire et puis à ceux qui le regarderont sur YouTube après coup. Donc, grâce à Megan, on a l'occasion pour ce mini conservation de présenter un nouveau projet pour l'URMN qui s'intitule Milieu naturel éternel et qui a vocation à valoriser les sites de conservation volontaire auprès du grand public. Je vais mettre un petit peu de contexte pour ce projet, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas forcément le RMN ou la conservation volontaire. Donc, pour ce qui est du RMN, Réseau de milieux naturels protégés, notre mission est de soutenir, encourager et fédérer les intervenants de la conservation sur le territoire du Québec dans le but d'en préserver la biodiversité pour la collectivité. Et dans cette conservation-là, on se focalise essentiellement sur la conservation volontaire. Et là, je vous ai mis la définition officielle, qui est donc la prise en charge de la conservation du patrimoine naturel sur une terre privée par les gens qui en sont propriétaires, qui y habitent ou en profitent. Donc là, il y a tout un vocabulaire autour de ça. Je vous ai mis quelques termes clés à retenir. C'est un principe de conservation qui est basé sur l'engagement volontaire des propriétaires, notamment et de la collectivité. C'est très souvent sur des terres privées que ça se passe et on prône la conservation à long terme. Donc, au RMN, on a notamment un outil phare qui se nomme le répertoire, qui est la compilation des zones protégées par la conservation volontaire au Québec. Et cet outil-là, il est à destination des acteurs de la planification du territoire québécois, donc les municipalités notamment, les organismes de conservation, tous les acteurs qui agissent sur le territoire en général. Mais jusqu'à présent, on n'avait rien qui servait aux citoyens, qui permettait de dire aux citoyens quel site était accessible, quand ils pouvaient y aller, qu'est-ce qu'ils avaient le droit de faire dessus, quand il s'agissait de sites de conservation volontaire. Or, dans ces zones protégées, il y a un certain nombre de sites qui sont accessibles au public avec des activités de sensibilisation ou juste de randonnée ou de ski de fond, par exemple. Donc, le but de Milieu naturel éternel, c'est pour le grand public et c'est de créer un outil, des outils pour les citoyens pour qu'ils puissent identifier et visiter les sites de conservation volontaire lorsqu'ils sont accessibles. Dans cet objectif-là, on a développé, mis en place deux outils principaux. Une page Internet qui permettra de trouver les sites de conservation et d'en détailler un certain nombre, et une pancarte qui sera installée à l'entrée des sites pour identifier le fait qu'ils soient en conservation volontaire et donc à l'initiative notamment de citoyens. En ce qui concerne la page Internet, je vais décrire un peu et puis je vais vous montrer directement. Megan va se charger de mettre le lien dans le chat. En fait, vous la trouverez sur le site du répertoire sur lequel vous trouverez plusieurs onglets. On y va tout de suite après. Donc, le but, c'est de recenser
et de présenter les sites de conservation volontaire accessibles au public. On va y trouver trois grandes parties. La première va permettre de présenter la conservation volontaire et de sensibiliser la population sur ces enjeux et pourquoi pas les permettre de s'engager dans ce principe-là. Ensuite, il y a une carte qui regroupera à terme tous les sites de conservation volontaire accessibles au public. Donc, quand je dis à terme, c'est que on va la mettre à jour au fur et à mesure de la présentation de 5 sites. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on ne trouvera que 5 sites. Dans 6 mois, on mettra à jour ces 5 sites, on va en détailler d'autres. Et donc, la carte contiendra 10 sites, etc., etc. Donc, au fur et à mesure, ça va nous permettre de détailler tous ces sites-là. C'est ce que j'écris là. Donc, on va essayer de mettre à jour tous les 6 mois. Pardon. Donc là, je vais vous montrer hop, le site à quoi il ressemble. Donc ça, c'est le site du répertoire. Pour ceux qui ont l'habitude, on y trouve sur le premier onglet la carte interactive avec tous les sites de conservation volontaire au Québec, accessibles et non accessibles. Ça ne charge pas, ça va charger. Et donc, celle-ci, elle est à destination des acteurs du territoire. C'est une information qui est peu accessible au public. On ne sait pas si les sites sont ouverts, on ne sait pas quelles sont les activités qu'on peut y pratiquer dessus. C'est plus pour savoir quels sites sont protégés, à quel endroit, par quel organisme de conservation, etc. Et donc là, on y trouve l'onglet Milieu naturel éternel maintenant, depuis aujourd'hui. Et c'est donc une carte récit qui va permettre de faire tout ce que je viens de dire. La première, donc on a les différents onglets à cet endroit-là. La première étape consiste à sensibiliser les personnes à la conservation volontaire, à présenter le projet Milieu naturel éternel, à expliquer le fonctionnement de la page. Justement, on va mettre à jour régulièrement pour rajouter de nouveaux sites, notamment sur cette carte. Désolée, la Wi-Fi de mon côté est pas très bien avec mon accent français. Donc là, on voit les premiers sites qui ont été mis sur la première version. Et ensuite, on a une présentation de chaque site avec à chaque fois le même template, avec la présentation du site, les conditions d'accès avec la carte sur laquelle on peut se déplacer, euh, les activités proposées, avec la plupart du temps une carte des sentiers qui sont proposés sur le site, et puis la faune et la flore qu'on peut observer sur le site pour avoir un petit aperçu, un petit teaser de cet élément-là. Et donc voilà, on a ça chaque, pour chaque site présenté. Hop. Je reviens à ma présentation, si ça veut bien. Hop là. Donc, en plus de ce site, on a une pancarte. Sur cette diapo, c'est des pancartes qui sont encore au travail. Ça donne un peu un aperçu de ce qu'on veut. On travaille parce que deux éléments. Tout d'abord, on va faire un échantillon pour le présenter aux organismes qui ont participé à cette première version, que je citerai par la suite. Et dans cet échantillon, on va leur permettre de voter pour la pancarte qui sera choisie pour le projet. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on a un logo qui permettra d'avoir un peu une image de marque et de reconnaître facilement le projet qui est en cours d'élaboration et donc qui apparaîtra également sur cette pancarte. Et puisqu'il n'est pas encore disponible et prêt, pour l'instant, on n'a pas rendu disponible la pancarte pour le vote. Mais donc voilà, ça permettra d'identifier les sites de conservation volontaire pour les promeneurs. Et puis, donc, pour les sites, d'avoir un rappel ils font partie du répertoire du RMN. Donc, comment on a sélectionné ces premiers sites? Pourquoi ces 5 sites? Tout d'abord, on a contacté les OBNL d'après nos connaissances, d'après les sites qu'on sait ouverts au public. Et donc, les 5 premiers à avoir répondu ont été valorisés directement. Et c'est un enjeu important, ce que je dis sur le fait que ce soit les premiers par rapport aux connaissances du RMN, parce que ce projet, il va aussi permettre au RMN de récupérer les informations sur les activités qui sont présentes sur les sites, parce que
Aujourd'hui, on a très peu d'informations en fait sur ce qui est fait sur ces sites. Et ça permet pas justement de valoriser cet aspect-là, notamment auprès du grand public. Et donc, c'était un aspect qu'on trouvait manquant dans notre activité, dans nos missions. Donc, ce projet, en plus de les valoriser au public, il va nous permettre aussi de constituer une base de données beaucoup plus élaborée et avec beaucoup plus d'informations sur ces aspects-là. Et donc, on voit là les 5 OBNL qui ont participé à cette première version et merci à eux. Donc, le Boisé des 12, Nature Canton de l'Est, Héritage Saint-Bernard, la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel et puis le regroupement pour l'île du Marais de Quetval. Donc, 5 OBNL avec différents profils, avec plus ou moins de bénévoles à l'intérieur. Je vais vous présenter aussi les sites dans ces OBNL qui ont été choisis pour le lancement de ce projet. Donc, pour le Boisé des 12, c'est bien sûr la réserve naturelle du Boisé des 12. Pardon d'ailleurs pour le N majuscule, j'ai oublié de l'enlever ici. Donc, le propriétaire de ce site, c'est également le Boisé des 12. Il est propriétaire et gestionnaire. C'est un OBNL essentiellement uniquement formé de bénévoles d'ailleurs. Donc, ça permet de voir que c'est vraiment les citoyens qui prennent en main la conservation sur leur territoire. Et c'est ça qui est beau avec la conservation volontaire. Puis, il se trouve à Saint-Hyacinthe, en Montérégie. Ensuite, on a le parc écoforestier de Johnville, qui est propriété des universités de Sherbrooke et de Bishop, mais qui est géré par Nature Canton de l'Est, un autre BNL, et qui se trouve en Estrie, à Cookshire Eaton, si je prononce bien. Ensuite, on a le parc des Hauts-Fonds, qui est la propriété de la ville de Saint-Augustin de Desmaures et qui est géré par la FQPPN, donc la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel, qui se trouve à Saint-Augustin de Desmaures, en capitale nationale. Ensuite, encore, on a le centre écologique de Ferrand-Seguin, qui est géré par Héritage Saint-Bernard, un OBNL, qui est propriété de la ville de Châteauguay et d'un autre OBNL qui s'appelle Nature Action Québec. On trouve ce site à Châteauguay, en Montérégie. Et enfin, l'île du Marais de Quetval, qui est propriété et aussi gérée par le regroupement pour la préservation du Marais de Quetval, et qui est également, comme les Boisés des 12, un OBNL de bénévoles uniquement. Il se trouve à Sainte-Catherine de Hatley, en Estrie. Donc voilà un peu l'aperçu de cette première version du projet. Ensuite, comment ça va se passer? On va constituer une liste d'attente des sites à présenter en détail sur la carte récit. Et puis, l'objectif initial, ça va être de mettre à jour tous les 6 mois cette carte récit pour mettre de nouveaux sites. Donc, ça va être 5 nouveaux sites et les 5 qui sont actuels, ils resteront uniquement sur la carte globale. Donc, il y aura toujours uniquement 5 sites qui seront valorisés en détail. Et puis, cette fréquence de mise à jour, elle pourra évoluer en fonction de la popularité de l'outil, de la liste d'attente, de différents paramètres qu'on pourra évaluer au fur et à mesure. Et en fonction de la liste d'attente aussi, on prévoit potentiellement de faire de la valorisation par thématique. Si par exemple on veut valoriser certains types de sites protégés, que ce soit des servitudes, que ce soit des sites de plein titre, ou alors que ce soit en lien avec le milieu naturel qui est conservé, si c'est des zones humides, des zones forestières, euh, différentes choses, ou alors en fonction de qui est propriétaire, des villes, des organismes de conservation. Donc voilà, il pourra y avoir des valorisations thématiques. Euh, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc voilà un peu en rapide ce qui se passe sur ce projet-là. J'espère que les organismes seront nombreux à nous contacter pour qu'on valorise un maximum de sites et que le grand public puisse accéder à de nouveaux types de sites protégés, parce qu'on sait que les parcs nationaux sont très populaires, mais il y a d'autres sites de conservation qui sont aussi accessibles. Et puis, montrer aussi à la population que quand on dit conservation, ça ne veut pas dire sous cloche de verre, comme on a l'habitude de dire et de penser que c'est pas parce que c'est conservé que c'est complètement inaccessible. On peut allier les activités de plein air et la conservation. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de montrer ce qu'on fait en conservation volontaire, les efforts qui sont faits par les citoyens, par les organismes, par les communes, par tous les acteurs qui participent.
N'hésitez pas si vous avez des remarques, des suggestions, parce que c'est vraiment le début du projet, donc on est ouvert à toute suggestion, et puis si vous avez des questions. Merci beaucoup, Aurélie, pour la présentation. Puis c'est tellement vrai, là, comme, c'est oui, les parcs de la CEPAC sont tellement achalandés et tout, puis il y a plein de beaux milieux qui sont accessibles pour les communautés, donc je pense que c'est important de les mettre en valeur. Donc, ce projet, beaucoup, j'espère qu'il va bien rayonner à travers le Québec. Maintenant, on va ouvrir la période de questions. Donc, comme j'ai mentionné au tout début, il y a une boîte questions-réponses, donc Q&A. Vous pouvez écrire toutes vos questions à cet endroit. Et comme Aurélie aussi l'a mentionné, bon, le projet il est encore très nouveau, donc si vous avez des suggestions même, c'est bon, le temps de les partager. Moi, je vais pouvoir poser des questions au fur et à mesure. Ah, Aurélie. Pour l'instant, il ne semble pas avoir de questions encore. Mais en attendant, Euh, si jamais il y a des questions, je peux peut-être rajouter quelque chose que j'ai quand même oublié de mentionner sur pourquoi milieu naturel éternel, pourquoi la notion d'éternité. Bon, déjà, c'était joli. Et puis, il y a quand même surtout la notion que la plupart des sites de conservation volontaire, on a vocation à les protéger à perpétuité. Il y a vraiment cette notion-là de long terme, voire perpétuité, dans la longueur de la prise en effet de ces mesures de conservation. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'éternel dans ce projet aussi. Très bel ajout. On a fait un beau petit brainstorm à l'interne sur le nom, puis on est très satisfait du résultat. On a déjà une question de Alexandre Warnett. Bonjour, très intéressant et le potentiel de contribution par les citoyens est élevé. Quelles sont les stratégies pour encourager les citoyens à céder des parcelles comme milieu naturel éternel? Donc, à faire de la conservation volontaire. Alors, je ne sais pas si Megan, tu veux aussi répondre à tes questions parce que c'est les missions du RMN qui sont l'objet de la question. Et puis, c'est aussi une question qui porte sur les missions des organismes de conservation. C'est la plupart du temps eux qui sont sur le terrain et qui vont aller voir les propriétaires en fonction de la valeur écologique des terrains sur leur zone d'action, qui savent qu'on va avoir une espèce menacée ou un écosystème d'intérêt, et donc qui vont rentrer en contact avec les propriétaires, qui vont essayer de sensibiliser aux enjeux. Il y a aussi les cahiers de propriétaires qui sont là pour ça. Et donc, c'est vraiment cette présence sur le terrain, je pense, des organismes de conservation. Je ne suis pas la meilleure placée pour le faire. Ça fait peu de temps que je suis dans le principe, mais c'est vraiment ce contact avec les propriétaires et les communes qui permet de mettre en place ce système. Et puis, des fois, ça vient directement des citoyens qui se rendent compte qu'ils ont des milieux exceptionnels sur leur propriété et qui ont envie de le protéger à perpétuité pour les générations futures et qui soit en font des dons, soit rentrent en communication avec des organismes de conservation sur leur territoire pour discuter de comment protéger en gardant la propriété ou non de ces territoires-là. Je sais pas, la question, la réponse est assez peu précise, mais si jamais la personne qui a posé cette question veut plus d'informations, je l'invite à nous contacter ou à contacter un organisme de conservation à ce sujet. Ils sauront très bien répondre à cette question pour mettre en place toutes les stratégies, pour expliquer toutes les stratégies qu'ils mettent en place sur le terrain directement. Merci. On a Jean-Marc Emery qui dit, envisagez-vous ajouter les liens vers les hotspots de eBird pour chaque site où elles existent? Puis là, il a mis un lien dans l'exemple. Mais tu connais eBird, donc j'imagine tu sais de quoi il parle. Ça, pour l'instant, je ne l'ai pas du tout fait et je sais pas si, je pense pas qu'il y ait des hotspots toujours présents exactement sur le site. Il y a des organismes qui ont mis ça en place. Je crois que je pense au Boisé des Douze, par exemple, qui, quand on parle d'ornithologie, ils envoient sur un lien eBird justement de la liste des oiseaux qui ont déjà été vus sur le site. Mais en effet, c'est des choses qui pourraient être totalement faisables quand il y a un lien, de le mettre directement dans la partie observation de la faune. Et puis, il va y avoir pas mal d'améliorations. Là, c'est la première version que j'ai faite pour le lancement, mais au niveau de la carte notamment, il y aura des améliorations avec un peu plus d'informations pour les sites qui ne seront plus valorisés en détail.
ceux qui seront uniquement sur la carte pour avoir les activités qui sont faisables, etc. Et peut-être que cet endroit-là, on pourra aussi mettre le lien du hotspot Seaburn. Excellent. On a une autre question. En fait, on a des questions grandes, donc c'est super. Pour le futur, pensez-vous qu'il serait utile de connecter les utilisations dans les sites protégés avec les parcs, sentiers, decks adjacents? Des cartes qui se connecteraient. J'ai pas entendu le tout début de la question. Attends, je vais regarder aussi. Hop. Et pour le futur, pensez-vous qu'il serait utile de connecter les utilisations dans les sites protégés avec les parcs, sentiers, decks? Je sais pas, c'est comme de voir peut-être les sentiers, tout connecté avec les différents parcs. Ok. Alors, directement, ça pourrait être utile, je pense. Très souvent, les organismes de conservation, ils ont une stratégie qui est quand même d'acquérir ou de gérer ensemble les terrains qui sont adjacents. Je pense qu'il y a un très bon exemple, c'est celui du centre écologique de Fernand-Seguin, où il y a plusieurs parcelles qui sont gérées, qui sont propriétés de différents organismes. Il y a la ville, il y a Nature Action Québec, et puis tout le tout est géré par Héritage Saint-Bernard. Mais au final, c'est des lots qui sont de propriétaires différents. Et donc, les sentiers sont gérés de façon homogène et par la même entité. Donc, c'est un peu ce genre de choses on pourrait avoir une carte de chaque lot qui est propriété de différentes personnes, mais au final, tout est géré ensemble. Et ensuite, cette question, je pense, elle ramène aussi à la notion de corridor, où on essaye, en effet, quand on a un projet de, avec une commune, par exemple, où on regarde un peu quels sont les sites à protéger, mais on va prendre pas seulement la commune, on va prendre les communes aux alentours pour qu'il y ait un lien, pour qu'il y ait une connectivité entre les sites protégés. Je ne sais pas si je réponds très bien à cette question. J'ai un peu du mal à être très claire. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais il y a besoin. Mhm. Euh, Sinon, quand on parle de commune, on parle bien de municipalité, c'est ça? Oui, pardon, c'est moi. C'est bon, Formation pas française, je de suis problème. désolée. Municipalité. Sinon, on a une autre question. Est-ce qu'il y a une taille minimale de terrain? Est-ce qu'il doit être protégé à 100% ou il peut y avoir une partie seulement qui est protégée? Très bonne question. Donc non, sur la conservation volontaire, il n'y a pas de taille minimale. Alors après, il y a des tailles au niveau des budgets et de l'énergie à y mettre. Je pense que c'est plus à ce niveau-là, mais il n'y a pas du tout besoin que ce soit à 100% protégé. Soit quand il s'agit d'achat ou de don, ça peut être donné qu'en partie ou acheté qu'en partie. Et puis même sinon, quand le propriétaire veut rester propriétaire, il y a les notions de servitude. En fait, ça va être la mise en place de conditions pour assurer la conservation. Et ces conditions-là, elles peuvent être mises en place que sur une partie du terrain, par exemple, et ça, il n'y a aucune obligation que ça concerne tout le terrain. Donc non, tous les terrains sont admissibles à ce niveau-là. Il y a pas de taille minimale. C'est très libre. On a une question aussi par rapport à notre nom. Donc, éternel, un peu présomptueux peut-être. Tu peux t'expliquer la notion de perpétuité dans la conservation volontaire? Ouais, ouais, ouais. Ben oui, c'est la vocation. Et puis là, pour la partie non milieu nature éternel, c'est aussi pour la beauté du geste, on va dire. Après, oui, dans les mesures de conservation, dans les actes notariés, tout est fait pour que ce soit le plus long terme possible. Et on parle vraiment de perpétuité. Donc, c'est quand même l'ambition initiale. Après, que ce soit présomptueux, je veux bien l'entendre. Il se Mhm. peut que ça change. On n'a pas pour l'instant de vraie mainmise sur ce qui va se passer dans dizaines d'années, dans 50 ans, dans 100 ans. Mais c'est quand même l'objectif. C'est quand même l'objectif. Qu'est-ce qui garantit la pérennité ou l'éternité? Une demande de changement de zonage, le cas pertinent, exemple de résidentiel à conservation, l'utilisation de fiducie, l'espérance que les organismes durent eux aussi éternellement. Ça répond un peu à la... Oui, c'est en lien en effet. Donc en effet, lorsqu'on met en place une mesure, que ce soit l'achat par un organisme de conservation ou une servitude, ça va être un acte notarié qui va asseoir la protection. Et sur ces actes notariés, il va y avoir un certain nombre de contraintes pour que si jamais ça change de propriétaire ou si l'organisme vient à disparaître, que la protection et la gestion soient gérées par un autre organisme qui ait les mêmes missions
ou que le nouveau propriétaire soit contraint à garder cette servitude, si c'est une servitude. Donc il y a quand même des contraintes et des verrous pour qu'un changement de propriétaire ou la disparition d'un organisme soit géré. Si je peux revenir aussi un petit peu à la question, pour la notion de Oui, grande pérennité, oui, il faut vraiment y aller soit d'un acte notarié, par la fait qu'un organisme de conservation, et puis d'ici, le zonage ne donne oui, pas pardon. cette notion de pérennité-là. Donc, c'est toujours mieux de faire ça avec les organismes de conservation ou les fiducies. Euh, j'ai précisé qu'il faut vous contacter pour ajouter des propriétés sur la liste de Valérie Tifo. Absolument. N'hésitez pas à nous envoyer un message, que ce soit à répertoire@rmnat.org, comme on peut l'écrire, Mégane, si tu veux, dans le chat, ou info@rmnat.org, enfin voilà, ou directement à moi, aurélie.jambon@rmnat.org. On constituera la liste d'attente et c'est absolument à nous qu'il faut faire part de cette volonté. On a Karine qu'on connaît bien. Est-ce que les sites sélectionnés ont mis en place des mesures pour voir l'augmentation de l'achalandage suite à la promotion de ces sites? Alors non, pour l'instant, on n'a pas parlé de ça directement. Par contre, c'est une vraie question qu'on a en tête. Et d'ailleurs, certains sites, ça a été des discussions. Quand on a demandé s'ils voulaient faire partie du projet, il y avait justement ce problème qu'ils avaient déjà une fréquentation plutôt élevée et qu'ils avaient peur que ce soit trop élevé suite à cette valorisation-là. Donc oui, c'est une vraie problématique, Karine à soulever. Pour l'instant, on va voir avec les sites, justement, je pense dans les 6 premiers mois, là, comment ça se passe. Je doute qu'il y ait une surfréquentation suite à notre projet tout de suite, mais si on devient très populaire, ça sera clairement une question à se poser. Mhm. On a Mathieu Vignette. Bonjour, nous sommes en train de faire des démarches pour protéger le boisé à Scott Lennox à Sherbrooke, avec comme mission de le faire à perpétuité. Le modèle de fiducie d'utilité sociale est le modèle visé pour l'instant. Y a-t-il d'autres modèles qui permettent à protéger de façon éternelle, comme vous le définissez? Euh, Peut-être expliquer quelle est la définition ou les modèles de conservation qui se classent comme éternels selon vous versus ceux qui ne le sont pas. Ok. Donc là, je pense que je peux renvoyer, en effet, il y a pas mal d'outils dans la conservation volontaire qui permettent de protéger les terrains, que ce soit les servitudes, comme j'ai déjà mentionné, que ce soit l'acquisition d'un organisme de conservation. Et ensuite, après, dans le non éternel, pour l'instant, il y a tout ce qui est euh, parcs régionaux, les sites qui sont conservés par les communes, pardon, les municipalités. Euh, où en fait, ça peut avoir vocation à être long terme, mais qui dépend énormément de la partie politique de la municipalité. Donc, on peut pas gérer les transitions de mairie à ce niveau-là. Donc ça ne sera pas considéré comme éternel, par exemple. Et donc, d'ailleurs, pas admissible au registre des aires protégées du Québec, parce que quand on a des mesures à perpétuité, en fait, ces sites de conservation volontaire, ils sont aussi définis et admissible au titre d'aire protégée. Et ensuite, là, on a tout un projet enfin, tout un projet. La mise en place d'un statut qui s'appelle les autres mesures de conservation efficaces, où les critères sont en train d'être définis par le gouvernement du Québec. Et donc ça va être aussi d'autres statuts. Je pense que je vous invite, Megan, peut-être je t'invite à donner un peu les outils que nous, on a. On a déjà fait des webinaires là-dessus ou on a des documentations sur tous les types de mesures qui existent et à mettre en place pour faire de la conservation volontaire et leur définition, qu'est-ce que ça engendre, quelles sont les caractéristiques, etc. Mhm. C'est un peu comme ça que je voulais rebondir aussi, là, si vous avez des questions plus personnelles par rapport à un projet que vous avez envie de mettre sur pied, soit la création d'un organisme dans votre communauté, ou soit qu'il y a un terrain que vous avez peur pour son- il y a un jour aussi, il est menacé de quelconque exploitation, mais
n'hésitez pas à nous écrire, nous, au RMN. Justement, on est là pour ça, pour vous accompagner, pour vous référer aux bonnes personnes pour vous aider dans vos projets. Donc, Mathieu, Ginette, si jamais je t'invite à contacter la RMN, puis on va essayer de tout bien t'expliquer ça, puis de trouver des bonnes solutions pour ton projet. Euh, on n'a pas une question ici, mais un petit mot d'encouragement. Donc, Patricia Chalifour, belle initiative qui sensibilisera la population sur la notion de conservation volontaire, voire encourager les propriétaires en terre privée à emboîter le pas pour le bénéfice de la biodiversité. Bonne continuation dans ce fabuleux projet. Merci Merci beaucoup. bien. On a Kiki Renaud qui dit: Moi, j'aime éternel à l'opposé de volontaire, que plus l'air temporaire. Moi aussi, je l'aime beaucoup, éternel. Sinon, Mathieu il demande: Pouvez-vous, Mathieu Vignette, pouvez-vous clarifier ce que vous voulez dire par rapport au fait que ce n'est pas potentiellement admissible? Si la municipalité est impliquée du fait que le politique peut changer. Euh, Absolument pas admissible. Ah oui. En fait, pour l'instant, quand seule la municipalité désigne quand elle est seule dans le projet de désignation d'une propriété et de la mettre en conservation, nous, on considérera pas, enfin nous, pas que nous d'ailleurs, le gouvernement du Québec considérera pas que c'est une mesure perpétuelle parce que au niveau de la mairie, du jour au lendemain, après une élection ou d'un changement de paradigme, peut décider d'une autre utilisation de cette propriété. Et donc, vu que ça dépend de ça et qu'il n'y a pas d'acte à ce niveau-là, qui soit met en place, dans la boucle un organisme de conservation qui a vraiment lancé l'aide patente la mission de conserver la propriété ou la biodiversité. Les municipalités sont pas, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas sans statut particulier, n'a pas la possibilité de dire juste cette terre, je la conserve à perpétuité, parce qu'elle ne peut pas garantir qu'elle peut le faire. C'est un peu brouillon comme réponse, je suis désolée. Mais encore une fois, Mathieu, je t'invite à nous contacter pour plus. Ah, bah, parfait, si besoin. Mais c'est vraiment des projets qui sont en cours. On a pas mal que ce soit au fédéral ou au provincial, il y en a, ce problème pour les municipalités, parce que c'est un vrai enjeu qu'elles puissent en mettre en place de la conservation sur leur territoire pour faire partie des 30%. Donc, il y a beaucoup de problématiques qui sont visées à ce niveau-là. Donc, si vous voulez faire partie des brainstorming qui sont mis en place pour ça, n'hésitez pas, hein. Il y a vraiment des projets qui sont faits pour. Super, ta réponse a été bien expliquée parce qu'on a eu un merci et bien compris. Oui, j'ai vu, ça m'a rassurée. Super. Ça fait le tour des questions de tout le monde. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de questions, donc c'est très, très apprécié. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure ce midi confirmation. Donc, merci Aurélie pour ton temps. Et je prends une minute pour vous dire qu'on a une série de 3 webinaires qui s'en viennent, dont le premier va être le 4 octobre prochain, sur la dignité encore une fois. Et nous allons faire le tour des bons coups des maîtres d'œuvre de l'initiative québécoise Corridor écologique. Donc, une belle série de 3 webinaires avec des intervenants d'un peu partout au Québec. Ça va être super intéressant, donc je vous invite à vous y inscrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.